Et bien bonjour à tous et à toutes, et pour un nouvel épisode de GoCactu. Et aujourd'hui pour un sujet encore plus grave que le dernier là, qui était sur l'ours. Donc le titre c'est Amoureuse de celui qu'elle accusé de viol, la justice donne tort à une ado handicapée. Et on va voir donc l'article sera en description, c'est un article abonné mais au moins vous l'aurez ici. Voilà ce que l'article en dit. Du 23 au 25 octobre, un dossier complexe de viol sur personnes vulnérables jugé à la cour d'assises d'appel de Versailles a débouché sur un acquittement. Une déficiente mentale de 17 ans dénonce des rapports sexuels forcés infligés par un Roumain de 12 ans, son aîné, mais dit aussi être tombée amoureuse de son agresseur. Maître Vincent Nioré, son avocat, en appelle à une réforme législative urgente qui prennent en compte la vulnérabilité des personnes handicapées. Donc déjà le mec il a presque 2 fois son âge, donc à 17 ans, et elle est handicapée. Que dire de cette affaire? Qu'elle est symbolique, terrible, bouleversante, tout à la fois. Une adolescente de 17 ans, handicapée mentale, dénonce des viols répétés, particulièrement sordides, infligés par un Roumain de 29 ans qui l'a accosté dans un train de banlieue. Des rapports vaginaux et anaux sont survenus dans ce transilien et sur un terrain vague. Vierge et inexpérimentée, cette jeune fille, Aurélie, dont l'âge mental avoisine selon une expertise celui d'une enfant de CM2, serait tombée amoureuse de celui qu'elle dénonce comme son agresseur, Tudor S. L'astérisque, c'est sans doute pour dire que le nom a été modifié. L'affaire emblématique des violences sexuelles faites aux handicapés était jugée entre le 23 et le 25 novembre par la cour d'assises d'appel de Versailles, aux Yvelines. Selon l'ordonnance de mise en accusation que Marianne a pu consulter, Aurélie a été manipulée par l'accusé, qui a surpris son consentement dans un contexte où elle n'était pas en capacité de s'opposer à lui. Parce que dans le viol, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas juste dire oui ou ne rien dire, etc. Il y a aussi le rapport de force qui est exercé et qui est compris dedans normalement. Tard dans la soirée, après plus de 5 heures de délibéré, la cour, présidée par le juge Marc Trévidic, a toutefois acquitté l'accusé, en raison d'un certain nombre d'éléments restés obscurs ou sans réponse. Dès le début de leur relation, Aurélie a de façon tout à fait immature et disproportionnée déclaré son amour à Tudor S, qui a vite compris qu'il pourrait sans aucun doute profiter de cette situation. Face à cette situation manifeste d'abus et de la vulnérabilité de la jeune femme, la cour d'assises a néanmoins dû s'efforcer de ne pas confondre les éléments constitutifs du viol, à savoir la contrainte et la circonstance aggravante de vulnérabilité apparente, écrivent les jurés dans leur feuille de motivation. Maître Céline de Oliveira et Vincent Nioré, avocats de la jeune fille, sont estomaqués. Auprès de Marianne, Vincent Nioré appelle à une réforme législative urgente qui fixe un âge minimal de consentement pour les personnes handicapées et vulnérables. Et puis même, de toute manière, même quand on est amoureux de la personne, même quand une personne est amoureuse d'une autre, il peut y avoir viol. Un viol, c'est juste quand il y a un rapport, une pénétration donc sexuelle, une pénétration non consentie. Si la personne dit non, si la personne dit arrête, qu'on l'aime, que les deux personnes s'aiment ou non, c'est un viol. Point barre. Les sentiments n'entrent pas en compte dans la définition du viol. Handicapé mental à 50%. Venons-en aux faits. Nous sommes en juin 2017, jamais un homme ne s'était intéressé à elle auparavant. Alors, quand Tudor S s'est collé contre elle, dans le transilien en direction de la gare Saint-Lazare, feignant de dormir pour lui toucher le haut de la cuisse. Aurélie, 17 ans, s'est sentie flattée. En se réveillant, entre guillemets, l'homme l'embrasse sur la bouche. En sortant du train, c'est elle qui entre son numéro de téléphone dans son portable, sous ce nom, Aurélie, ma chérie. Dès le lendemain, à la sortie de son stage en hôtellerie, Aurélie retrouve son, entre guillemets, chéri. Tudor, ouvrier sur les chantiers de Seine-Saint-Denis, l'attend dans un recoin de la gare de Pontoise, en Val d'Oise, hors champ des caméras. Donc il avait quand même un petit peu prévu le coup, je suppose, parce qu'on ne reste pas en dehors des champs de caméras sans aucune raison.
En voyant s'approcher de lui cette adolescente, qui mesure 1,49 m, pèse 38 kg et affiche des signes évidents de graves déficits psychiques, il ne s'est pas posé de questions, arguera-t-il. Aurélie n'a pourtant rien d'une ado ordinaire. Handicapée mentale à 50%, interne dans un établissement adapté, elle est maigre, frêle, influençable. Les policiers eux-mêmes observeront qu'elle fait beaucoup plus jeune que son âge. Donc elle fait beaucoup plus jeune. Elle est handicapée mentale et ça se voit, on le sait aussi, et le mec il se pose pas de questions, il dit ah non c'est tout à fait normal que j'abuse d'elle, que j'abuse de sa confiance, ne serait-ce que abuser c'est pas normal de base. Les voilà à bord du train, alors qu'ils sont seuls dans le wagon, Tudor S la touche sous son soutien-gorge, elle lui propose une halte dans un parc à Argenteuil. Et lui propose une halte dans un parc à Argenteuil, c'est lui qui propose. Aurélie accepte, imaginant une promenade. Sur place, elle déchante. C'est enfin un terrain vague, squatté par des sans-abri et jonché de détritus. Selon le récit qu'elle en fera aux policiers de la Sûreté des Transports d'Île-de-France, l'ouvrier l'allonge sur une dalle en béton et réclame un rapport sexuel. Mais la jeune handicapée refuse, répondant qu'elle n'est pas prête. D'ailleurs, elle est vierge. L'homme la maintient alors plaquée au sol, lui disant de se laisser faire avant de lui ôter sa culotte. L'acte de pénétration aurait duré entre 5 et 10 minutes. C'est terrible de dire ça. Franchement, ça fend le cœur. Pour vous dire, j'avais pas lu jusqu'à la fin, j'avais juste lu le début et je trouvais ça intéressant à traiter ici en vidéo, mais c'est difficile. Et ça, c'est clairement un viol, parce qu'elle a dit qu'elle n'était pas prête, qu'elle le voulait pas, et lui, il fait quoi? Il la pénètre et il la viole, quoi. Pendant 5 à 10 minutes. Arrête, ça me fait mal. Aurélie l'implore. Aïe, arrête ça, ça me fait mal. Plus tard, elle lui expédie un SMS qui exprime sa peur de tomber enceinte. Moi, je voulais le faire avec la capote, et t'as pas voulu. En dépit de cet épisode. Enfin, attendez. Donc, elle disait, ah oui, d'accord, je comprends pourquoi est-ce que le juge a trouvé ça un peu bizarre, parce qu'elle disait que donc elle voulait faire avec la capote, et lui, il a pas voulu, et du coup, c'est comme ça qu'il a violé. D'accord. En dépit de cet épisode, il se revoit à plusieurs reprises, parfois à l'initiative d'Aurélie. Selon elle, il lui impose des sodomies dans le train. Même chose dans le terrain vague, toujours sans préservatif. Et puis en plus, ce terrain vague avec des SDF et des trucs partout, comment est-ce qu'on peut exciter dans ce genre d'endroit? Il faut vraiment être un détraqué mental, je suis désolé, hein, je parle pas de jugement, mais je comprends pas comment est-ce qu'on peut être excité dans ce genre d'endroit. Enfin bref. C'est après la fin de son stage que sa belle-mère découvre des photos d'eux sur son téléphone et qu'Aurélie dépose plainte. Elle dénonce aux policiers des viols répétés survenus entre le 13 juin et le 5 juillet 2017. Affirmant avoir peur de lui, elle ne savait pas comment se défendre. Sachant qu'elle le croiserait tous les jours sur le quai, si elle l'a trouvé sympathique au début, il lui a fait du mal. Un médecin lui diagnostique une anxiété et du stress, en relation avec l'effet subi. Et il prescrit une ITT de 30 jours. Une interruption de travail, je crois. C'est une incapacité totale de travail. Voilà. Et heureusement que sa mère, elle a vu les photos, franchement. Bon, bref. Tudor S, lui, n'est pas inconnu du service. Son casier judiciaire mentionne 2 condamnations pour exhibition sexuelle et une pour agression sexuelle en état d'ivresse. Localisé, le Roumain finit par être arrêté par les policiers à la sortie du chantier. En garde à vue, il oppose des négations fluctuantes. Au départ, il présente Aurélie comme une copine, puis comme sa petite amie. Il lui donne 17, puis 19 ans. Ils seraient restés 3 semaines ensemble. Ce serait elle qui se serait frottée à lui dans le train. Elle lui aurait proposé de faire d'autres caresses, loin des regards. Elle qui aurait voulu des pénétrations anales. Comment dire? Donc, oui, elle décrit avoir peur, etc. Et c'est elle qui propose. Elle qui a une déficience mentale qui est très jeune mentalement. Hein. D'une enfant de CM2. Hein, donc, une enfant de CM2 qui propose tout ce genre de choses, etc. Alors qu'elle n'était pas prête, elle n'avait que 17 ans. Je trouve ça relativement étrange. Enfin, bref. Il conteste toute pénétration vaginale. Certes, il aurait essayé, mais elle aurait manifesté sa douleur et fermé les jambes. Il y aurait alors interrompu le coït.
Tudor S reconnaît qu'elle lui avait bien dit qu'elle n'était pas prête pour faire l'amour, mais qu'il avait insisté. Il assure n'avoir pas vu qu'elle était handicapée, la trouver parfaite, pas grosse, pas maigre, et se répandre en excuses. Je la supplie qu'elle me pardonne pour ce qui s'est passé. Ouais, mais ça n'empêche pas les pénétrations, les pénétrations anales, ça reste douloureux, surtout s'il n'y a pas de préparation, etc. J'aurais pu l'épouser. Cette affaire de viol aggravé achoppe sur un obstacle très inhabituel. Car tout en dénonçant des actes sexuels non consentis, Aurélie semble tomber amoureuse de Tudor. Au début, elle le trouve beau, bien coiffé, il la fait rire. Très vite, par SMS, elle lui dit qu'elle veut se marier et faire sa vie avec lui. Elle envoie un selfie à sa copine, O, se vante qu'elle sort avec lui. Selon l'accusation, Tudor S l'encourage en vue d'obtenir de nouveaux rapports. Au policier, il glisse même « j'aurais pu l'épouser ». Si heureuse de l'attention qu'il lui porte, ils échangent plus de 450 SMS. Elle lui décrit avant une rencontre « on fait cracra ou pas ?» après un rendez-vous. « Merci pour tout ce que tu m'as fait », pour le remercier de son affection selon elle. Donc, on fait cracra. C'est vrai qu'une personne de 17-19 ans, comme il dit, il dit on fait cracra. Non, c'est un vocabulaire d'une gamine qui est en primaire, limite collège, pas quelqu'un de 17 ans, quoi. On fait cracra. Qui est-ce qui dit ça quand on est adulte et quand on est mûr sexuellement ou autre? On peut pas dire on fait cracra, même pour rigoler. Bref. Une expertise souligne la connotation infantile des propos d'Aurélie dans lesquels Tudor S apparaît sous le registre de prince charmant. On le voit, on fait cracra, c'est super infantile comme connotation. Un expert lui diagnostique un retard mental et une débilité modérée, entraînant un déficit intellectuel et cognitif, concluant que sa vulnérabilité était apparente. Oui, c'était apparent. Et débilité, c'est pas dans le sens négatif, c'est une véritable maladie, hein. Faut pas mal le prendre. Ces déficiences font aussi qu'Aurélie a bien des difficultés à se repérer dans le temps, à mettre les choses en ordre, où se sont passés les actes sexuels. Combien de fois? 3 ou 4? Ce n'est pas toujours clair. Ce n'est que face au juge d'instruction qu'elle révèle que Tudor S lui aurait imposé une sodomie dès leur deuxième rencontre dans le train. Elle a un déficit mental. C'est tout à fait normal. Une forme d'emprise. Dans la tête de cette jeune handicapée, qui ne savait de la sexualité que ce qu'en montrent les films porno, qu'elle regardait sur son téléphone, Tudor a-t-il incarné comme une possibilité d'avoir des rapports? Les premiers de sa vie. Avec ses mots d'enfant, Aurélie dévoile pourtant quelque part entre syndrome de Stockholm et expression d'un véritable besoin affectif, des indices d'une forme d'emprise. Ben oui, parce que forcément, elle a été choquée, un véritable traumatisme, limite un syndrome post-traumatique, sans doute, hein, parce que ça existe, le syndrome post-traumatique, après des événements aussi graves. Le syndrome de Stockholm existe. Et bref, j'avais peur que je m'enfuyais et qu'il me rattrapait après. Ou encore, lui voulait le faire et pas moi. Le premier rapport s'est passé horriblement. Mais elle faisait ce qu'il lui demandait, car elle avait peur qu'il la frappe ou la retienne, arguant qu'il n'était ni violent ni menaçant, mais qu'elle s'excitait, sous le choc et tétanisée. Désillusionnée, elle déplore le fait qu'il voulait juste s'amuser avec elle, juste pour les bisous, et les câlins et la sodomie, mais rien de plus. En même temps, 1m49, combien de kilos déjà 1m49 et 38 kilos, face à un homme qui peut être plus ou moins musclé, tu fais pas le malin en général, quoi. Ces faits ont été jugés lors d'un premier procès en mai 2019. 12 ans ferme avaient été requis contre Tudor S, mais le jury de la cour d'assises de Pontoise l'avait acquitté. Selon les jurés de l'époque, il y avait un doute sur le consentement d'Aurélie. Elle a éprouvé le sentiment d'avoir été forcée, tout en ne sachant pas qu'il s'agissait ou non d'un viol. A aussi importé à leurs yeux l'absence de conscience de l'accusé d'avoir commis un viol.
Donc le mec il n'a pas conscience d'avoir violé quelqu'un, donc il est excusé. Elle n'arrive pas à éprouver et à savoir ce qu'elle a vécu parce qu'elle a un âge mental d'une personne de CM2, c'est-à-dire de 10 ans quasiment, de 10 ans environ. Et non, c'est normal. Enfin, c'est pas, si elle savait pas exactement. Bref. Embuscade psychologique. Dans sa décision en appel, la cour d'assises des Yvelines insiste sur le fait qu'une personne atteinte de déficit intellectuel peut, en l'état du droit, consentir. Il y a un vide juridique à bord de Vincent Ignoré, avocat d'Aurélie. 4 éléments caractérisent le viol: la violence, la contrainte, la menace et la surprise. Selon lui, la vulnérabilité est la condition sine qua non de la surprise. C'est parce qu'elle est vulnérable qu'elle est surprise. La surprise à laquelle se livre l'auteur est une embuscade psychologique qui consiste à provoquer un consentement qui n'est pas lucide. Parce que oui, elle était vulnérable, ne serait-ce que physiquement. 1m49, 38 kg, donc frêle comme je sais pas quoi, face à un homme qui pouvait être éventuellement musclé, etc. Enfin, elle ne pouvait presque rien faire. De plus, elle avait une déficience mentale. Même si sur le papier il n'y a pas forcément écrit, ça peut très bien être désigné comme de la vulnérabilité. Il faut que ce verdict soit le point de départ d'une réforme législative qui fixe une présomption irréfragable d'impossibilité de donner son consentement jusqu'à 18 ans pour les mineurs handicapés mentaux, comme pour les enfants victimes d'inceste, précise-t-il. Ajoutant: ne pas changer la loi, c'est délivrer un permis de violer les personnes victimes de handicap. Le débat est lancé. C'est compliqué parce que j'ai envie d'être objectif et je pense que je suis en partie. Mais j'ai en même temps envie de m'insurger et de laisser part à mes émotions. De dire que ce mec est une grosse merde, qui doit prendre pour 12 ans, que c'est un viol et qu'il n'y a pas de débat à avoir. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous pourrez la partager si jamais cette vidéo vous aura plu et que vous la trouvez intéressante à partager. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire si jamais ça vous dit. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et j'espère pour des nouvelles un petit peu plus réjouissantes. Allez. Ciao.